ravie de vous retrouver pour ce dernier numéro avant les vacances scolaires. Aujourd'hui, dans Les femmes et les enfants d'abord, on revient évidemment sur la loi dite de bioéthique adoptée à l'Assemblée nationale il y a une semaine, le mercredi 30 juin. L'occasion de revenir sur la mesure phare de ce projet, la PMA élargie pour toutes les femmes. Les docteurs Alexandra Henrion-Caude et Blanche Streb nous alertaient il y a plusieurs mois déjà sur les dérives éthiques et biologiques de ces techniques. Des propos chocs et criants de vérité à cette heure. Et puis, qui dit mois de juillet, dit vacances. Et qui dit vacances, dit révision des acquis avec vos enfants. Et cette année, c'est peut-être encore plus important que les années précédentes. Après 2 années scolaires chaotiques, on en parlait justement dans le précédent numéro. Et enfin, on fait le point sur les protections solaires pour vos enfants avec un docteur en pharmacie pour des vacances sereines et sans coup de soleil. Sans oublier bien sûr les chroniques lecture d'Anne-Laure Blanc et de Valérie Daubigny qui nous emmènent au cœur de la mythologie nordique avec la fabuleuse histoire de Thor à la poursuite du serpent des mers et un grand classique, les fables de La Fontaine choisies et illustrées par Henri Galeron. Vous verrez, c'est sublime. L'Assemblée nationale a voté mercredi 30 juin en faveur du projet de loi dit de bioéthique. Après plus de 2 ans d'aller-retour entre le Sénat et la Chambre basse, cette fois-ci la sentence est tombée. Le texte, dont la mesure phare est l'élargissement de la PMA pour les femmes homosexuelles ou célibataires, ou encore la congélation des ovocytes pour les femmes souhaitant, je cite, repousser leur projet d'enfant, aura fait couler beaucoup d'encre. Voici ce qu'en disait déjà il y a 2 ans Alexandra Henrion-Caude, épigénéticienne, et Blanche Streb, docteur en pharmacie, interrogées toutes les deux par Élise Blaise dans notre Zoom et dans le Samedi politique. À la base, ces techniques ont quand même été développées pour des indications de trompe de Fallope bloquée, c'est-à-dire en fait le petit canal, le petit tunnel qui permet à l'ovule de passer et d'être accessible aux spermatozoïdes. Donc on voit bien que là, on était plus sur une indication médicale où il y avait un souci. Et puis par extension, c'est devenu sur tous les cas d'infertilité qui pose un problème majeur, parce que s'il y a bien une espèce dans les espèces animales que peuple cette terre qui est très infertile par rapport aux autres, c'est l'homme. Donc, au mieux du mieux, on va dire que si vous êtes au top de vos rapports sexuels, et de votre âge, c'est-à-dire en gros dans les 20 ans, vous allez avoir à peu près une chance sur 4 d'avoir un rapport qui va déboucher sur une naissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un cycle sur 4. Ça veut dire qu'il s'est passé déjà 4 mois. C'est-à-dire que déjà pour une top du top au mieux de sa forme, on est... alors évidemment ces chiffres vont tomber vertigineusement jusqu'à aller à plus de 45 ans. Mon cas, hein, autant faire un coming out sur votre plateau, je suis à 1 à 2% de mes capacités à procréer. Toujours est-il que c'est 1 à 2%. Ce qui est très intéressant, c'est de savoir que si jamais j'ai maintenant un rapport une fois par semaine, je remonte à en gros 10%. Donc 1 sur 10, autrement dit, il va falloir 1 an en gros si j'ai un rapport une fois par semaine pendant une année complète. Et maintenant, je monte à 30%, donc je reviens à des chiffres invraisemblables, si j'ai un rapport tous les 3 jours pendant... enfin, alors peut-être moins, parce que du coup, voilà, on est sur 3 mois, là on revient sur 3 mois. Mais ça, c'est quelque chose que aucun médecin ne dit à ses patients. Enfin, en tout cas, dans tous mes collègues, je n'en ai rencontré aucun. Je leur ai toujours demandé, mais est-ce que vous en parlez de ça? Parce que c'est des chiffres qui sont très impressionnants. Et pour le fait qu'on est peu fertile, et pour le fait qu'on peut quand même compenser. On ne se rend pas compte qu'en fait, c'est la technique qui commence à guider notre mentalité là-dedans, avec l'idée qu'en fait, pour avoir un enfant en bonne santé, il faudrait passer par la technique. Alors que de manière naturelle, les choses se passent quand même pas si mal que ça de manière globale. L'embryon, par ces techniques, est sorti du corps de la femme. Et donc, il est à disposition des chercheurs, à disposition des biologistes. Et c'est là, en fait, que toute la tentation s'est développée. Et on utilise déjà, de manière facturée dans des cliniques privées, encore une fois, ces méthodes pour choisir des embryons, par exemple, pour sélectionner les embryons selon leur sexe. Ça, c'est une prestation qui existe à Chypre, aux États-Unis.
voilà, finalement, on a détourné une sorte de technique qui prétend vouloir éviter des maladies graves pour des critères esthétiques, pour la couleur des yeux, la couleur des cheveux ou pour le sexe. C'est vraiment le bébé sur mesure. Lorsque l'embryon est retransplanté frais, va être associé à une chétivité, un développement plus moindre, qui va faire des petits poids et qui va être assorti à une prématurité. A contrario, si vous avez congelé l'embryon retransplanté, là, vous avez au contraire des espèces de développement pendant la grossesse un petit peu plus important que l'âge gestationnel attendu, par rapport à l'âge gestationnel. Et à l'issue de cela, vous avez des taux de prééclampsie beaucoup plus importants. Certains cancers très spécifiques, on sait, sont augmentés en gros 3 à 4 fois plus. Il y a aussi certaines maladies reconnus comme des syndromes épigénétiques qui sont aussi augmentés de 3 à 4 fois. Donc c'est les chiffres qui sont totalement robustes d'une étude sur l'autre, d'un pays à l'autre, c'est très important de préciser ça, et sur lequel maintenant on a quand même pas mal d'historique. Les études qui ont l'air assez robustes, c'est que globalement, si vous prenez des jeunes garçons conçus naturellement par rapport à des jeunes garçons conçus par PMA, vous avez un comptage de spermatozoïdes dans le sperme réduit de la moitié. Ce qui est évidemment colossal quand on parle de fertilité. Et vous savez, comme je vous ai dit, que déjà qu'on n'est pas très fertile, alors si en plus vous dégagez 50% des spermatozoïdes dans le sperme, et c'est en plus une tendance, la tendance actuelle, on ne sait pas trop à quoi elle est due, mais c'est quand même, c'est pas une tendance, c'est clair, le nombre de spermatozoïdes est en train de chuter. Alors si en plus on a 50% on sait qu'on est en train de créer tout un monde particulier, et ça, dans le consentement éclairé des parents, ça n'est pas dit non plus. Je trouve que c'est bizarre que tant sois-tu, parce que sous prétexte c'est procréation, on a l'impression, voilà, alors là ça devient tabou, et du coup on ne peut pas éclairer au maximum de nos connaissances. On sait que l'induction hormonale que la femme subit pour pondre tous ses ovules d'un coup n'est pas du tout neutre, qu'elle est associée à des cas marquants, comme dit l'ABM dans ses rapports, qui sont des cas marquants, qui sont terrifiants, qui engagent le pronostic vital de la patiente. Donc on est sur du lourd, et là on n'est que à la première étape. Sur l'aspect psychologique, là on n'est pas que sur certains pourraient imaginer. Voilà, on est juste sur les conséquences de l'injection hormonale, et les chiffres montrent qu'en cancer du sein, on est entre 15 à 30% de cancer du sein chez des femmes qui ont été, je ne sais pas si vous imaginez, de survenue d'un cancer du sein, de monter à 30% sous prétexte que la femme a subi une induction ovarienne, c'est quand même conséquent. Est-ce qu'on est sur une indication médicale, ou est-ce qu'on est en fait sur une augmentation qui est finalement de donner la possibilité à des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants d'avoir des enfants, si donc là on est plutôt sur une augmentation, et à ce moment-là, si on est sur une augmentation, mais il est peut-être urgent de garder de l'argent pour traiter ces femmes qui vont avoir ces cancers du sein. Et comme on est dans un déficit de sécurité sociale qui est absolument vertigineux, mais comment va-t-on faire? Enfin, moi, c'est un SOS que je crie, c'est-à-dire je ne comprends pas où est-ce qu'on va alors que l'hôpital manque tellement d'argent. Aujourd'hui, on dérembourse beaucoup de choses parce qu'on dit que c'est pas assez efficace, ou pour d'autres raisons, parce qu'il faut trouver de l'argent finalement. Tout le monde sait à quel point le trou de la Sécu est abyssal. Donc effectivement, on sait aussi que la procréation artificielle, c'est pas un truc qui marche à chaque fois. Il y a quand même
un couple sur 2 qui reste sans enfant à la fin de tout un parcours. Donc c'est quand même... il y a seulement 17% de résultats, toutes méthodes de procréation artificielle confondues. C'est vraiment pas quelque chose de magique, hein, loin de là. Donc il y a aussi quelque chose, je crois, là, il faut redire la vérité aux Français. Hein. La PMA, l'AMP, c'est pas magique en fait. C'est pas la panacée. Non, c'est pas du tout la panacée. Et donc il y a quelque chose d'assez incohérent effectivement à dire qu'on dérembourse des choses efficaces qui sont pas assez efficaces et on rembourse des choses qui ne le sont pas en plus. Et ça c'est bien plus grave évidemment dans des situations où il n'y a rien à voir avec de l'infertilité. Une femme qui est seule n'a aucun problème d'infertilité. Enfin, ce n'est pas une question de... Elle peut être infertile par ailleurs, mais c'est pas ça le problème, en fait. Donc, on va venir détourner, finalement, la médecine. On va venir détourner aussi l'assurance maladie pour financer des choses qui n'ont rien à voir avec la maladie. Et ça, je crois que c'est vraiment un changement de paradigme majeur qui choque beaucoup les Français lorsque cette question est évoquée. Au nom du progrès, vous l'aurez compris, voici un projet de loi qui pourrait coûter cher sur le plan éthique, mais aussi biologique. Et ce, alors même que la fertilité des hommes et des femmes est déjà durement impactée par nos modes de vie modernes depuis plus de 50 ans, avec les perturbateurs endocriniens, les hormones, les ondes, l'alimentation. On en parlait justement avec Anne Troubi dans le dernier numéro des femmes et des enfants d'abord, et aussi avec Louise Bénière, naturopathe. Alors justement, alors que je vous offre de vous plonger dans mes émissions précédentes, si toutefois vous ne les avez pas déjà vu, je vous propose maintenant de retourner dans les cours de vos enfants pour l'année qui s'est écoulée. Car dans la rubrique éducation qui vient, on va parler cahier de vacances. Les cahiers de vacances. Un concept qui peut vite ressembler à une corvée pour les parents et les enfants, sauf si on les choisit bien. Et j'ai déniché pour vous 3 pépites, je vous montre ça. On commence avec Jules et Léonie, le cahier de vacances qui est 100% made in France jusqu'à l'impression, avec plus de 60 pages, de nombreuses aventures à travers des séquences de travail. Celui-ci est leur dernier né, du CE1 au CE2, et ils existent jusqu'au CM2 vers la 6e. Alors à chaque page, on suit les aventures de Jules et de Léonie, qui sont 2 frères et sœurs jumeaux, qui ont un pouvoir un peu spécial pour voyager dans le temps et l'espace grâce à leur deltaplane magique. Dans ce numéro, Jules et Léonie voyagent dans le monde au cœur des civilisations, comme à Moscou en Russie, ou alors près du fleuve sacré du Gange en Inde, ou encore en Laponie en Suède. À côté de chaque histoire se trouvent des exercices de français, de mathématiques, mais aussi d'anglais, de sciences, en lien avec le thème. On retrouve des petits encarts de partage avec les parents qui peuvent être l'objet d'une discussion intéressante à table le soir, par exemple. Et au fil des pages, on peut aussi collectionner des petites recettes du bonheur, comme « Prends le temps de lire un petit peu chaque jour ». Un bon mantra pour les enfants, mais aussi pour les parents. On retrouve évidemment quelques jeux, les mots cachés ou les jeux de 7 différences très traditionnels et des activités en famille, bricolage, cuisine, écrire une carte postale, de quoi passer de bonnes vacances avec un cahier qui est très complet et studieux, sans oublier des petits mots d'encouragement à chaque page et l'accès au corrigé des exercices sur le site julesetleonie.com qui s'affiche juste ici. Le cahier est disponible à l'unité pour 12 € et vous pouvez aussi commander les 4 cahiers d'un coup pour 45 €. C'est assez avantageux si vos enfants se suivent en âge. Si vous partez à la montagne maintenant, ce cahier est aussi fait pour vous, pour les enfants à partir de 7 ans, pour découvrir ce milieu extraordinaire avec une mine d'informations à découvrir tout au long des pages sur la faune, la flore, les métiers liés à la montagne, le tout en compagnie de Inès, Simon et leur chien, Névé, qui passent des vacances à la montagne. Tous les 3 se font donc très naturellement le fil conducteur de ce cahier d'activités qui regroupe 60 jeux et activités, des labyrinthes, des rébus, des mots croisés, des charades, des recettes. Le vocabulaire de vos enfants s'enrichit sans peine. Les textes sont clairs, les illustrations d'Élodie Ballandras, savoyarde elle-même, précises et colorées. Pour 10 €, c'est le cahier idéal pour compléter ou remplacer un cahier de vacances standard. Et enfin, pour les grands lecteurs ou pour mettre à la lecture vos petits bouts les plus récalcitrants, je vous recommande chaudement le dernier hors-série de Tétralire, qui est lui aussi un magazine 100% français.
Ce magazine concerne les 8-12 ans. C'est normalement un mensuel de lecture avec de magnifiques illustrations et des activités amusantes pour les enfants qui prolongent le thème de la lecture. Alors dans ce journal de l'été, qui est un journal spécial, pas de révision donc, mais 128 pages à compléter et à personnaliser avec une brassée de belles lectures et d'activités pour apprendre sans en avoir l'air, à travailler ses talents propres et son imagination. Au programme, lecture et rédaction donc, le journal de bord ou le journal intime qu'il faut pour vos enfants pour faire pétiller leur créativité. Il est disponible depuis la fin du mois de juin, après une belle campagne sur Ulule. Il est sur le site Tétralire à 15 €. Si le concept vous a plu comme à moi, eh bien vous n'aurez plus qu'à prendre l'abonnement mensuel à la rentrée. Même si depuis le début de l'été, la saison solaire ressemble un peu plus à un printemps frisquet ou à un automne pluvieux, avec des jeunes enfants, vous allez tout de même devoir vous méfier du soleil de vos vacances. Et qui dit vacances dit balade, piscine ou plage, et donc crème solaire. Enfin, sauf si vous partez en Bretagne, et dans ce cas-là, misez plutôt sur les cahiers d'activités ou de vacances que je viens de vous présenter pour occuper toute la famille à l'intérieur. J'en reviens tout juste de mon côté, vous pouvez me croire sur parole, il ne faisait pas très beau. Pour faire le point sur les protections solaires, je vous propose d'appeler tout de suite une super pharmacienne, Marie, qui répondra à toutes nos questions. Bonjour Marie, on est ravis d'être en ligne avec vous. Bonjour Floriane. Alors vous êtes docteur en pharmacie et aujourd'hui on va parler avec vous des crèmes solaires. Comment est-ce qu'elles fonctionnent et surtout, est-ce qu'elles sont vraiment écologiques ? Alors il y a deux grands types de crèmes solaires, à savoir que l'important c'est de protéger contre les UVA qui sont responsables du vieillissement cutané mais aussi des allergies. Certains parents connaissent peut-être la lucite estivale, qui est l'allergie au soleil, qui peut apparaître même au plus jeune âge. Et aussi les UVB, plus connus, puisque ce sont ceux qui brûlent et qui provoquent les coups de soleil. Donc l'intérêt, c'est vraiment d'avoir une protection solaire qui va agir sur ces deux types d'UV. Et on a les filtres chimiques d'une part et les écrans minéraux d'autre part. Mais chez l'enfant, on privilégie des écrans minéraux sans nanoparticules, sachant que depuis 2013, les laboratoires sont obligés d'indiquer dans la composition le terme nano, si jamais ils en contiennent. D'accord, donc quand on choisit une crème solaire, du coup on regarde bien les composants et surtout on exclut absolument si jamais il y a écrit nano, quoi. Voilà, exactement. On peut aussi trouver d'autres crèmes qui vont contenir, la majorité des crèmes d'ailleurs, des filtres chimiques. Le problème de ces filtres chimiques, c'est que là, il y a un vrai passage systémique, ça veut dire dans le sang, dans la circulation sanguine. Surtout que l'enfant a une peau qui est très poreuse et donc qui va absorber encore plus facilement ce type de molécules. Et on a aussi les fameux problèmes de perturbateurs endocriniens qui sont très décriés. Alors justement, quel genre de crème est-ce qu'il faut privilégier pour les enfants ? Est-ce qu'on choisit quelque chose de bio ou justement une formule douce ? Alors l'avantage du label bio, c'est que ça sera uniquement des écrans minéraux. Les filtres chimiques sont bannis du label bio, donc ça permet déjà d'avoir une certaine sécurité. Après, on peut aussi s'intéresser au label écologique. Alors, qui dit bio en général dit une certaine sécurité sur l'environnement puisque ce sont des substances généralement biodégradables. Mais on a aussi des crèmes non bio qui sont engagées avec des labels comme Ocean Protect où il y a vraiment un intérêt sur l'écologie et la protection du corail, du phytoplancton, etc. J'ai lu très récemment quelque chose qui m'a complètement abasourdie, moi je ne connaissais pas du tout, c'est que les crèmes sont complètement périssables et que surtout, si jamais on les laisse traîner, elles deviennent cancérigènes. Vous confirmez tout ça ? Oui, tout à fait. C'est notamment lié à une molécule qui a révélé ça, qui est l'octocrylène, qui, avec le temps et les variations notamment de température, ce qui est assez classique quand on est en vacances et qu'on va être à la maison où il fait plutôt frais et puis ensuite la crème va être en plein soleil à la plage. Et cette molécule se transforme en benzophénone qui, lui, est vraiment un perturbateur endocrinien, notamment qui a été
détecté comme tel chez la souris. Donc on s'imagine bien que chez l'humain, il peut y avoir des soucis de ce côté-là aussi. Donc c'est très important de respecter le délai de conservation d'une crème après ouverture. Et pour ça, peu de gens connaissent. Il y a un logo sur tous les cosmétiques d'ailleurs quasiment, qui est sous forme d'un petit pot ouvert avec marqué dedans, par exemple 6M ou 12M. Ça veut dire la conservation après ouverture. Donc 6 mois ou 12 mois. Il faut impérativement respecter cela. Du coup, si jamais on a une vieille crème dans son panier, on oublie, vaut mieux opter pour l'ombre, garder un chapeau, des manches longues, un t-shirt UV carrément. Bien sûr, on ne s'expose pas idéalement entre midi et 16 heures, qui sont les heures les plus problématiques. Et puis, casquette, alors vêtements UV ou vêtements à mailles très serrées, teintés, donc on évite le blanc ou imprimé. Ça peut protéger. Et par contre, il faut faire attention parce que lorsque le vêtement est humide, on diminue considérablement sa protection contre les UV. Donc attention à la baignade en t-shirt blanc mouillé, par exemple, ça n'aura pas un effet le mieux qu'il soit. Marie, on vient de parler du coup des t-shirts anti-UV. On va revenir peut-être à un autre élément qui est essentiel, je pense, c'est les lunettes de soleil. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que pharmacienne ? Alors oui, tout à fait. On a tendance à oublier cette protection qui est très importante et surtout veiller à acheter des lunettes de soleil pour nos petits qui référencent bien une protection anti-UVA et UVB. C'est vraiment hyper important de ce côté-là. Pas toujours évident de les garder sur la tête de nos enfants, mais c'est pourtant primordial. C'est bien noté. Alors, puisqu'on vous a au téléphone, on va en profiter. Si jamais on a, malgré toutes les protections qu'on a mises en place, des brûlures légères ou un peu plus importantes sur les enfants, qu'est-ce qu'on fait ? On le tartine de biafine, une douche froide, quelles sont les techniques ? On vient vous voir ? Alors, il est important d'évaluer la surface de la peau qui a été atteinte et aussi le degré de la brûlure, comme si c'était une brûlure avec une flamme ou autre chose. Si c'est une brûlure superficielle, donc sans cloque, souvent une rougeur qui intervient 24 heures après l'exposition, on peut rafraîchir l'enfant avec de l'eau froide pour le soulager temporairement. Et après, il y a quelque chose qui marche bien, qui est naturel, c'est le gel d'aloe vera. De préférence bio et avec une concentration de pureté importante. Ça va permettre d'hydrater, parce qu'en fait la brûlure c'est une grosse déshydratation de la peau, donc d'hydrater et de favoriser la cicatrisation. Et on peut l'utiliser chez le petit sans problème. Voilà. Et par contre, si la peau a cloqué, là il faut mieux demander un avis médical. Et notamment si c'est sur les zones intimes, c'est pareil. Bon, il y a peu de chances, si on a respecté les précautions, de ne pas mettre un enfant nu au soleil, mais il est bon de le rappeler quand même. Eh bien, en tout cas, c'est bien noté. On vous remercie beaucoup pour tous ces conseils, Marie. Et puis, on vous souhaite bon courage pour la fin du travail. Et j'espère que vous aurez, vous aussi, des belles vacances d'été. Merci beaucoup. Bon, là, normalement, si vous êtes comme moi, vous allez jeter tous vos pots que vous gardiez d'un été sur l'autre et foncer voir du côté des textiles anti-UV pour les tout petits et surtout devenir des spécialistes des compositions qu'on achète ou pas. Donc, on a compris, c'est quand il y a le terme nano, c'est très mauvais. Attention aussi, sur la plage, il n'y a pas que le soleil qui puisse nuire à vos enfants et surtout les plus petits. Les bébés sont également très sensibles au bruit très forts comme les cris d'enfants ou des très gros bruits de vagues. Alors assurez-vous d'avoir un petit peu de calme tout de même pour ne pas subir une belle décharge une fois venue la fin de journée. En tout cas, on reste toujours du côté de l'enfance et de l'été et on passe maintenant tout de suite à la rubrique lecture. La lecture, l'autre essentiel de vos étés pour des temps calmes pour vos enfants et vous-même quand les journées sont parfois un petit peu longues. Le 8 juillet 2021,
Nous fêterons les 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine. Et à cette occasion, les éditions Les Grandes Personnes nous font un magnifique cadeau. Elles nous offrent 42 fables choisies et illustrées par Henri Galeron, le célèbre illustrateur animalier. On se demande même pourquoi cet ouvrage n'avait pas déjà été réalisé par lui. Le choix qu'il a fait révèle toute son astuce, son goût pour tout l'humour qui se dégage du travail de Jean de La Fontaine. Ces fables qui traversent le temps, qui continuent à nous parler, à nous, à nos enfants. Et pourquoi nous parlent-elles tant, ces histoires d'animaux? Mais parce qu'elles nous parlent de nous, et c'est bien ce qu'il nous dit. Il nous dit « Ces fables, choses feintes et inventées pour instruire ou pour divertir ». C'est lui qui nous donne cette définition. Avec ces 42 fables, vous partirez en voyage et vous verrez l'astuce du lièvre et de la tortue. La tortue, si heureuse et fière de passer la ligne d'arrivée. Et 1000 autres détails. Une petite idée pour vous, pour vos familles et vos écoles. Si chaque soir, vous preniez le temps de lire une fable, une poésie avec vos enfants, ne serait-ce pas une magnifique clé de transmission et d'amour de notre patrimoine ? Nous partons aujourd'hui dans le nord du Nord, au pays des dieux nordiques, avec un petit roman qui s'intitule « La fabuleuse histoire de Thor à la poursuite du serpent des mers ». Donc c'est un petit roman pour les enfants à partir de 8 ans. Thor, c'est donc un dieu de la mythologie nordique, et ce petit roman reprend un épisode fameux dans lequel Thor part pour une partie de pêche très aventureuse. Il s'agit rien de moins que de capturer un serpent des mers, un serpent gigantesque qui menace le royaume des dieux As. Alors Thor essaie de se faire aider par le géant des glaces Ymir, mais celui-ci finalement est un peu froussard et il fait plus de bêtises que d'aide pour aider Thor. Pour vous donner une idée de la taille du serpent, Thor a pris comme appât une tête de bœuf, donc ça vous donne un petit peu les dimensions de la mythologie. Le serpent ne va pas se laisser faire et heureusement Thor peut compter sur son fameux marteau pour se sortir de l'affaire. Donc c'est un petit roman très bien illustré, des couleurs très vives, très modernes mais documentées. On voit des petits détails qui montrent la connaissance de ce monde nordique. C'est très dynamique et très vivant, donc je pense que ça fera beaucoup rire les enfants parce qu'en plus c'est plein d'humour. Donc j'invite les petits lecteurs de 8 ans et plus à découvrir cette fabuleuse histoire de Thor et du serpent des mers. Bonne lecture à tous. J'espère que ce numéro des femmes et des enfants d'abord vous aura plu. On se quitte aujourd'hui avec cette illustration de Astrid Lifestyle qui nous parle des bêtises de nos enfants. Alors vous savez, quand la maison est tellement calme que ça en devient complètement louche et à tous les coups l'on gagne, une grosse bêtise est en cours. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, je vous le rappelle, à chaque fois, mettez aussi un pouce en l'air et partagez, parlez-en autour de vous, aux parents de votre entourage, à votre famille. N'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à très vite sur mon compte Instagram. On se retrouve en septembre pour un nouveau numéro. À bientôt et de très bonnes vacances à vous tous.